Salut, moi c'est Xavier et bienvenue à l'épisode 3 de notre série Lâche pas persévère pour créer ton mini-jeu vidéo. Aujourd'hui, on va parler du monde du jeu. Lors de l'épisode précédent, on t'a fait créer un premier programme et y mettre des sprites. Ensuite, nous avons configuré l'un des sprites, celui du protagoniste, pour le faire bouger de façon cohérente avec l'image dessinée pour ce sprite. Finalement, nous avons appris que c'était très important que la perspective et le type de mouvement soient homogènes dans un jeu. Aujourd'hui, nous allons approfondir notre programme Construct 3. Nous allons parler de la construction de notre monde de jeu et tu devras réfléchir aux obstacles et à l'environnement. Pour ce faire, nous allons d'abord voir les types de comportements et à quoi ces derniers peuvent nous servir pour concevoir notre niveau. Tu pourras tester ces exemples chez toi. En plus de cela, nous continuerons à découvrir la feuille d'événements et à quoi cette dernière peut nous servir. Tu devras utiliser aujourd'hui pour créer deux séquences d'événements essentiels, une transition de scène à scène et un redémarrage du jeu. Le level design est un métier en soi. C'est le rôle qui consiste à concevoir l'ambiance, les défis et à construire le niveau dans son ensemble et en lien avec les autres étapes du jeu. Il y a plusieurs façons de s'attaquer au level design. On peut le faire avec toutes sortes d'inclinaisons. C'est un mélange de planification et de créativité. Tout d'abord, je t'encourage à réfléchir à l'objectif de ton protagoniste. Doit-il ramasser une série d'objets, atteindre un point avant que le chronomètre ne s'épuise, dompter tous les piranhas? Une fois que tu as une idée claire du but de ton niveau, il est temps de réfléchir aux obstacles que ton protagoniste devra surmonter dans ton jeu. Devra-t-il sauter par-dessus des ravins escarpés? Éviter une pluie de météorites? Peut-être sera-t-il poursuivi par des piranhas géants? N'oublie pas que lorsque tu réfléchis à tes obstacles, tu dois toujours garder à l'esprit les mécaniques de ton jeu, c'est-à-dire ce que ton protagoniste peut effectuer comme action. Tu ne veux pas que ton jeu compte des ravins s'il est impossible de sauter par-dessus, par exemple. N'oublie pas non plus de prendre en compte le monde de ton jeu. Les piranhas ne survivront peut-être pas longtemps dans le désert. Cela te demandera notamment de te pencher sur l'environnement dans lequel le jeu a lieu. Est-ce un désert, dans l'espace, sous l'océan? Par la suite, je te propose de dessiner un petit schéma de ton niveau, une petite carte si tu veux. Tu peux la faire simplement sur une feuille de papier de façon très simplifiée. Il ne s'agit pas ici de recréer ton niveau de façon détaillée, mais de commencer à y réfléchir, à comment tu vas placer tes obstacles, et comment tu peux les faire interagir entre eux et avec ton objectif. Par exemple, le personnage doit peut-être sauter par-dessus le ravin, mais doit bien synchroniser son saut pour éviter les pluies de météorites. Mais en même temps, il doit le faire avant que le chronomètre ne s'épuise. Réfléchis aussi au fait que tu veux que la difficulté soit croissante. Ne mets pas tous les obstacles en même temps au début de ton niveau. Amuse-toi à les mixer ensemble, et lorsque le joueur arrivera presque à son objectif, c'est le moment de mettre en scène tout ce qu'il a appris. Finalement, tu veux évidemment que ton jeu soit le fun. Mais comment faire? Pour que le joueur s'amuse, tu dois le garder engagé. Pour le garder engagé, tu dois lui proposer de nouveaux défis. C'est pourquoi tu dois combiner les différents obstacles et ne pas toujours répéter les mêmes motifs. C'est en lui proposant de la nouveauté que le joueur va continuer à jouer, et c'est aussi pour cela qu'il est le fun d'acquérir de nouveaux pouvoirs et habiletés dans un jeu. Tu veux donner aux joueurs l'impression qu'il y a toujours de nouveaux trucs à découvrir dans ton jeu. Avant de pouvoir se lancer dans le level design de notre mini-jeu, il faut d'abord créer certains de ces éléments qui procureront du défi et de l'interactivité aux joueurs. Ces éléments peuvent être inspirés de choses que vous avez déjà vues dans d'autres jeux vidéo. Il y a effectivement beaucoup de ces éléments qui sont souvent réutilisés à travers différents jeux vidéo. Il ne faut donc surtout pas hésiter à s'en inspirer. Pour construire le niveau, on utilisera très souvent des sprites avec un comportement solide ou saut à travers. Ces objets ne peuvent pas être traversés par d'autres objets, sauf si le contraire est programmé. Auparavant, le comportement solide a été utilisé pour créer notre bloc. Ce dernier pouvait être une plateforme, mais aussi un obstacle. Pour créer nos nouveaux objets, on fait comme avant. On effectue un clic droit et on choisit Insérer un nouvel objet.
Plusieurs comportements peuvent être combinés pour créer facilement des éléments interactifs ou animés dans votre niveau. Les comportements orbite, projectile, rotation, sinus et enroulé peuvent facilement nous aider à ce niveau. Ces comportements peuvent être ajoutés comme les précédents en cliquant sur l'objet et en les ajoutant via la barre des propriétés. Aujourd'hui, nous allons surtout démontrer comment certains éléments solides peuvent être mis en mouvement avec ces comportements. Nous parlerons donc de déplacements géométriques, principalement des translations et rotations combinées de diverses façons. Cela permettra entre autres de créer divers objets, comme par exemple un sur lequel le joueur devra sauter, ou un autre qu'il devra contourner, par exemple un piège en mouvement. Ton imagination est la seule limite, et les éléments de la programmation. Nous te suggérons d'essayer des combinaisons pour créer les éléments suivants. Un objet en va-et-vient, un projectile bouclé, un satellite, une plateforme qui disparaît et un tourniquet. Pour tous les objets suivants, assure-toi d'utiliser solide ou saut à travers, car cela rendra l'objet solide. Il ne pourra alors pas être traversé par un autre objet. Bon, une fonction sinusoïdale. Ça peut sonner compliqué, mais tu peux appliquer ce genre de fonction à n'importe quel paramètre dans Construct 3. Il est alors possible de créer un objet faisant des va-et-vient entre deux endroits grâce à cette fonction. Nous allons t'en expliquer un peu plus. Pour ça, tu dois ajouter le comportement sinus à l'objet choisi. Le sinus est un va-et-vient mathématique entre deux valeurs. On le représente par une ligne oscillant sur un plan cartésien. La différence de ces deux valeurs est appelée la magnitude, et l'écart entre deux magnitudes est appelé la fréquence. Le sinus est ce qui régit les vagues sur un lac, par exemple. Sur le site sine.isoft.dev, tu peux te rendre pour consulter une visualisation du sinus. Dans Construct 3, ce va-et-vient entre deux valeurs est très utile, puisqu'il permet de créer une sorte d'animation si cette valeur est une propriété de l'objet liée à son affichage. Un sinus avec la valeur de la position, par exemple la coordonnée y de l'objet, vous donnera alors une animation de va-et-vient verticale. Tu peux utiliser cette fonction de plusieurs façons. Par exemple, en faisant des cibles flottantes et mouvantes pour ton personnage, ou encore des ennemis volants. Le sinus peut être associé à l'opacité de l'objet. Ses coordonnées, son angle de rotation, peut être personnalisé davantage avec la feuille d'événements. Cela permet une grande versatilité. Pour créer un projectile bouclé, c'est-à-dire un objet qui revient continuellement en boucle dans l'écran, il suffit de rajouter les comportements projectile et enroulé sur un seul et même objet, ici un bloc. Examinons les faits. Le comportement de projectile donnera à l'objet son mouvement unidirectionnel, c'est-à-dire une direction déterminée par un angle entre 0 et 360 degrés. Et le comportement enroulé fera revenir l'objet à l'opposé de la scène s'il en sort. Par exemple, dans Mario Bros, il y a des ennemis sur des balais qui traversent l'écran et qui reviennent continuellement lancer des projectiles sur le joueur. Un effet similaire est possible avec le comportement enroulé qui crée un effet similaire à Pac-Man. C'est tout ce que tu dois donc faire pour obtenir ce résultat, mais tu peux aussi modifier les propriétés du comportement projectile, soit directement dans la barre des propriétés ou à travers les événements. Parlons maintenant du satellite. C'est un terme générique pour signifier un objet qui orbite autour d'un autre. La Lune, par exemple, est le satellite de la planète Terre, et Europa est un des nombreux satellites de la planète Jupiter. Lorsqu'on veut créer un satellite dans Construct 3,
Il faut donc utiliser le comportement orbite. Une fois sur un objet, décochez la propriété adaptée à la rotation. Vous pouvez ainsi créer une plateforme en mouvement orbital. Le comportement rotation permet de créer une rotation d'un objet autour de son point d'image 0. Pour comprendre ce que cela veut dire, crée un nouveau sprite. Tu te rappelleras les points d'image vus précédemment. Plusieurs types d'objets dans Construct 3 sont créés avec un point d'image 0. On appelle ce point d'image le point d'origine. C'est un point d'image spécial, car dans plusieurs opérations de Construct 3, c'est ce point spécialement qui est utilisé, sauf si quelque chose d'autre est explicitement spécifié. Avec un tout petit peu de programmation, on peut créer une plateforme qui disparaît lorsqu'on atterrit sur cette dernière. Voyons maintenant comment. Tu dois simplement rajouter le comportement de fondu sur un nouvel objet. Ici, ce sera notre plateforme. Le temps d'apparition et le temps d'attente du fondu doivent être à 0, mais le temps de disparition est à ta discrétion. Ce sera le délai avant la destruction de la plateforme. Coche la propriété détruire et décoche la propriété actif pour que le fondu ne démarre pas automatiquement. Ensuite, rouvre la feuille d'événements. Ajoute la condition sur le protagoniste lors de la collision avec un autre objet et choisis l'objet auquel tu as ajouté le fondu. Ici, ce sera notre plateforme. Ajoute aussi la condition est au sol sur le protagoniste. Ajoute maintenant l'action appelée démarrer le fondu sur le sprite qui correspond à notre plateforme. Et voilà, maintenant, si un personnage plateforme atterrit sur cet objet, celui-ci disparaît après un délai. Les instances. Les divers éléments que nous avons créés tout à l'heure devraient se trouver dans la barre de projet. Sinon, il se peut que tu ne les aies pas créés de la bonne façon. Alors il sera bon de réviser la section précédente. Si tu as trop d'éléments, cela indique aussi un problème. Peut-être que tu as cloné des éléments alors que tu devais simplement les copier. En glissant les éléments de la barre de projet jusqu'à la scène, tu peux donc créer de nouvelles instances de ces divers objets dans ta scène. Une instance, c'est une copie d'un objet, mais chaque objet existe dans une version originale. Comme on l'a dit dans l'épisode précédent, cette instance 0 est l'objet de référence qui définit les propriétés par défaut du sprite. C'est donc possible, avec les instances supérieures à 0, de créer le niveau. Tu peux glisser à ta guise les éléments disposant des comportements de ton choix. Tu peux aussi créer de nouveaux éléments en combinant des comportements que nous avons vus précédemment. Les comportements ne comptent pas comme des événements. Tu peux donc en ajouter autant que tu souhaites. Cependant, il est possible de créer des combinaisons qui sont problématiques. À toi de les découvrir. Une fois que tu auras rempli ta scène, tu souhaiteras peut-être l'explorer au-delà de la zone pointillée qui est la caméra initiale. Avec le comportement défilé vert, tu peux automatiquement créer une caméra qui va suivre un objet spécifiquement. Tu pourrais utiliser par exemple le comportement défilé vert avec ton sprite protagoniste. Toutefois, on va maintenant te montrer une façon plus professionnelle de créer la caméra. On va rajouter un nouveau sprite, qui est la caméra. Tu peux lui donner la couleur de ton choix et ensuite fermer l'éditeur pour créer cet objet. C'est sur ce sprite plutôt que nous ajouterons le comportement défilé vert.
Dans les propriétés de ce nouveau sprite, désactive le visible initialement dans la sous-section des propriétés. L'objet sera donc uniquement visible dans l'éditeur. Dans la feuille d'événements, ajoute une condition pour le système qui est statique. Ensuite, ajoute l'action pour le sprite caméra, qui est de définir sa position. Comme valeur, nous utiliserons une expression de construct 3 appelée lerp. Cette expression provient du concept mathématique de l'interpolation linéaire. L'expression permet de se déplacer d'une valeur vers une autre avec un taux spécifique. Par exemple, avec la coordonnée x, nous pouvons dire lerp entre parenthèses caméra.x protagoniste.x et 0,5. Cela va déplacer la caméra vers le protagoniste de 50% de la distance les séparant. Donc, dans notre situation, nous voulons utiliser le lerp pour les deux coordonnées. En jouant avec le taux, c'est-à-dire le dernier paramètre de l'expression, cela influencera la vitesse à laquelle la caméra suivra le joueur. Cet effet rendra la caméra très fluide. Maintenant, ton personnage peut se déplacer au sein d'une scène. Mais qu'en est-il de se déplacer entre les scènes? Lorsque tu crées une transition, il faut que ton personnage passe à la prochaine scène. Le personnage doit donc, premièrement, être global, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être supprimé d'une scène à l'autre, et il doit connaître sa nouvelle position. Pour qu'un objet devienne global, il faut activer cette option dans les propriétés de l'objet. Un objet global devrait être présent une seule fois dans le jeu, sinon cela créera de nombreux problèmes. Rendons de ce fait les objets protagonistes et caméra des objets globaux. Quand un tel objet passe d'une scène à l'autre, il conserve ses propriétés, c'est-à-dire ses coordonnées, ses dimensions, etc. et leur valeur actuelle. En plus d'un objet global, pour créer une transition, il te faudra un connecteur. Facilement, tu peux créer un tel connecteur avec un nouveau sprite. Sa couleur n'en est pas importante. Choisis celle que tu le souhaiteras. Sa couleur n'est pas importante, choisis celle que tu veux. On va nommer ainsi notre connecteur porte. Sur cet objet, nous allons rajouter des variables. Comme ces variables sont sur l'objet, on les appelle des variables d'instance. La valeur d'une variable d'instance est différente sur chaque copie, chaque instance de l'objet. Les deux premières variables d'instance à rajouter sur notre porte sont des nombres. On va les appeler destination X et destination Y. La dernière variable est une chaîne de caractères que l'on va nommer destination. Grâce à ces trois variables, nous pourrons dire au programme à quel endroit déplacer le sprite global du protagoniste, et ce, incluant les scènes à scène. Il faudra donc programmer cela dans la feuille.
Pour cela, nous voulons que notre porte interagisse avec le protagoniste. Il faut donc créer un test de collision. Le mot collision signifie que deux objets entrent en contact subitement. Pour bien comprendre, il faut savoir que chaque objet dans Construct 3 dispose de son polygone de collision. Ce dernier est une figure géométrique qui est utilisée pour les tests de collision. Il y a deux systèmes de physique qui peuvent être utilisés, le système par défaut et Box 2D. Le choix du système de physique d'un objet influence son polygone de collision. Seul le mode Box 2D permet de faire des cercles parfaits, par exemple, mais on ne l'utilisera pas. Seul le mode Box 2D permet de faire des cercles parfaits, par exemple, mais on ne l'utilisera pas dans cette série car il est de niveau plus avancé. Pour travailler le polygone de collision, il faut double-cliquer sur un objet et aller dans l'éditeur de cet objet. Il y aura un bouton pour afficher le polygone et en modifier les points, et donc la forme. Avec double-clic ou clic droit, on peut ajouter ou supprimer des points. Le polygone doit avoir au moins 3 points et il est recommandé de ne pas avoir plus de 8 points. Dans la feuille d'événements, tu dois ajouter une condition pour le sprite protagoniste lors de la collision avec et choisir notre objet porte. Pour action, nous rajouterons d'abord une action pour le sprite protagoniste et nous définirons sa position. Les valeurs de la nouvelle position seront les expressions porte.destination X et porte.destination Y. Ensuite, tu dois ajouter l'action pour le système qui est d'aller à la scène en choisissant par nom et utiliser l'expression porte.destination comme valeur. Nous avons donc réutilisé nos variables d'instance que nous avons créées tout à l'heure. Regardons ce qu'on vient de créer comme séquence d'événements. En utilisant ces expressions, nous utilisons en réalité les valeurs des variables d'instance. Puisqu'il y a plusieurs copies, plusieurs instances de la porte, ces valeurs seront différentes sur chaque porte. La porte qui a été impliquée dans la condition sera celle utilisée par défaut pour les expressions dans l'action. La dernière étape sera de configurer les valeurs des portes. Pour toi, cela sera lié au level design. Tu dois d'abord placer les portes pour savoir leur position. Par la suite, tu peux évaluer l'endroit où tu souhaiterais que la protagoniste soit déplacée. Par la suite, tu peux évaluer l'endroit où tu souhaiterais que le protagoniste soit déplacé. Tu peux, pour t'aider, placer ton protagoniste à l'endroit où tu voudrais qu'il apparaisse et copier ses coordonnées dans les valeurs destination X et destination Y. Chaque porte doit avoir sa destination X et sa destination Y qui correspondent à la position du protagoniste dans la nouvelle scène où la porte l'amènera. Afin de spécifier vers quelle scène le personnage doit se rendre, nous ajouterons le nom de la scène à destination comme valeur du champ destination des propriétés. Lorsque les valeurs des variables d'instance seront écrites, tu peux tester le projet pour voir si les portes te déplacent bien. Lorsque les valeurs des variables d'instance seront écrites, tu peux tester le projet pour voir si les portes te déplacent bien d'une scène vers l'autre. De plus, comme la caméra est aussi globale, elle se téléportera sur l'autre scène.
Il faut donc simplement que tu t'assures que les événements du jeu sont aussi liés à la scène 2. Pour cela, tu dois rajouter la feuille d'événements dans les propriétés de la scène. Dans un jeu vidéo, il est possible de perdre, et cela mène à un redémarrage de l'écran. C'est ce qui crée une boucle du jeu. Si on ne crée pas une boucle, notre jeu pourrait devoir être fermé manuellement et redémarrer à chaque fois que nous souhaitons le tester. Il est donc important d'avoir une boucle de gameplay principale. Cette boucle est facilement créable dans un jeu de plateforme lorsque le personnage tombe hors de la scène. Tu peux ajouter un nouveau sprite appelé zone de chute et les tirer sous toute ta scène. Via la feuille d'événement, grâce à la condition du protagoniste lors de la collision avec la zone de chute, tu peux alors ajouter l'action redémarrer la scène. Il s'agit de la façon la plus directe de créer une boucle, mais il y en a plusieurs autres. Maintenant que tu as appris comment créer des éléments au sein du niveau, continue à développer ton jeu en créant les différents espaces avec les objets placeholder que nous avons créés. Tu peux inventer d'autres objets et utiliser des événements pour programmer. Toutefois, essaie de ne pas utiliser trop d'événements, car tu dois t'assurer d'avoir une boucle de gameplay principale. D'ailleurs, si tu as atteint la limite d'événements lors de la série, n'hésite pas à créer un second projet avec des paramétrages différents et à faire des choix différents. Dans le prochain épisode, on va continuer à programmer avec notre feuille d'événements et rajouter de nouveaux personnages au jeu. Certains seront amicaux, d'autres hostiles, et nous travaillerons sur des interactions avec ces derniers. Ainsi, le dialogue et le combat seront nos sujets principaux.